Alors, nous arrivons sur la partie sur les aldéhydes et les cétones. Donc, vous avez peut-être complété la fin de cette page dans la dernière vidéo, donc je vais faire un petit rappel. Donc, les aldéhydes et les cétones sont des composés oxygénés, donc ils contiennent un atome d'oxygène. Alors, cet atome d'oxygène est contenu dans un groupe qui s'appelle le groupe caractéristique carbonyle. Et ce groupe caractéristique carbonyle, il contient un atome de carbone et un atome d'oxygène liés par une double liaison. Donc tous les composés qui contiennent ce groupe s'appellent des composés carbonylés. Alors le carbone fonctionnel est lié à un atome d'oxygène par liaison double, donc il reste 2 liaisons. Donc il est lié au total à 3 atomes, donc cet atome est trigonal. Ça veut dire que l'atome de carbone, sa géométrie, les 3 atomes sont disposés sur les sommets d'un triangle, et ces trois atomes sont sur le même plan. Alors ensuite, d'abord les aldéhydes. Donc c'est un mot masculin, c'est un composé carbonylé, donc il contient la double liaison carbone-oxygène, et ce carbone fonctionnel doit obligatoirement être lié à un atome d'hydrogène. Alors, comme à part l'atome d'oxygène, l'atome de carbone qui contient cette liaison ne peut être lié qu'à 2 autres atomes, s'il y en a un, c'est de l'hydrogène, et ben, il ne reste plus qu'un autre atome de carbone possible. Ça veut dire que ce carbone fonctionnel est forcément en bout de chaîne, donc que ce soit au début de la chaîne ou à la fin de la chaîne. Mais il ne peut pas être au milieu de la chaîne parce que ça sous-entendrait qu'il soit lié à 2 autres atomes de carbone. Or, pour être un aldéhyde, il faut absolument qu'il y ait un atome d'hydrogène. Donc la formule générale des aldéhydes, c'est un C avec double liaison O et un atome d'hydrogène. Alors le groupe R, je vous rappelle que ça va être le reste de la chaîne carbonée. Donc c'est forcément soit un atome de carbone, soit une chaîne avec l'atome de carbone, soit un atome d'hydrogène pour le plus simple, comme on va voir. Alors comme cet atome de carbone, sa géométrie c'est trigonale tout autour, on peut très bien aussi représenter un peu cette géométrie en mettant les 3 atomes sous la forme d'un triangle, avec un angle de 120 degrés entre chaque liaison. Donc R représente une chaîne carbonée quelconque. Alors pour l'aldéhyde le plus simple, le R, c'est pas une chaîne carbonée, c'est juste un atome d'hydrogène. Donc l'aldéhyde le plus simple, c'est une molécule qui s'appelle le méthanal, dans laquelle il n'y a qu'un seul atome de carbone. C'est lié au méthane, CH4. Donc là, on a le groupe carbonyle avec une double liaison O. Alors, autre exemple, vous remplacez R par une chaîne carbonée, et ici, vous avez 3 atomes de carbone, donc ça va être lié au propane, donc on va appeler ça le propanal. On va voir les règles de nomenclature après. Alors ensuite, la deuxième famille, ce sont les cétones. Donc on parle d'une cétone, mot féminin. Alors là, à l'inverse des aldéhydes, pour une cétone, le carbone fonctionnel doit forcément être lié à 2 autres atomes de carbone. Donc il ne peut pas y avoir d'atome d'hydrogène. Si c'est un atome d'hydrogène, c'est un aldéhyde. Donc ça ne peut pas être en bout de chaîne. Ça veut dire qu'il y a un atome de carbone de chaque côté. Donc le groupe carbonyle doit forcément être dans la chaîne. Donc sa formule générale, c'est un atome de carbone au milieu de la chaîne avec un morceau de chaîne d'un côté, R, et un morceau qui peut être différent ou qui peut être identique. Donc on va noter R' de l'autre côté. Donc la plus simple des cétones, ça va être cette molécule qui contient juste un seul atome de carbone, CH3 d'un côté, et CH3 de l'autre. Donc la plus simple des cétones contient déjà 3 carbones. Donc on verra que son nom c'est la propane 2-on. Alors comme le chiffre 2 n'est pas nécessaire puisque le groupe fonctionnel est forcément sur le carbone du milieu, au milieu de la chaîne, on l'appelle aussi la propanone. Alors il s'agit tout simplement de l'acétone qui est utilisé comme dissolvant pour le vernis à ongles par exemple. Alors autre exemple dans lequel R et R' ne seraient pas identiques, j'ai R d'un côté, CH3, R', une autre chaîne qui est celle-là, et au total on voit que ça contiendrait 5 atomes de carbone
donc ça va être lié au pentane, donc son nom ce sera la pentane 2-on. Alors pour la nomenclature des aldéhydes et des cétones, donc on va voir que cette nomenclature ressemble énormément à celle des alcools. Il y a juste la terminaison qui va changer pour indiquer que c'est un aldéhyde ou une cétone. Donc les étapes sont les mêmes. Première étape, on recherche toujours la chaîne la plus longue, la chaîne principale. Comme pour les alcools, elle doit contenir l'atome de carbone fonctionnel, c'est-à-dire pour nous, dans les aldéhydes et cétones, ça doit obligatoirement contenir l'atome de carbone qui est lié à l'oxygène avec une double liaison. Ensuite, on numérote les atomes de carbone. Alors, le sens est imposé par le carbone fonctionnel. Il faut absolument que l'indice du carbone fonctionnel soit le plus petit possible. Donc par exemple, dans cet exemple, j'aurai forcément le premier carbone ici et le deuxième ici. Ensuite 3, 4, parce que si je numérote dans l'autre sens, dans l'autre sens, ça donnerait un numéro 3 pour le carbone fonctionnel. Et il faut l'indice le plus petit. Alors ensuite, on va nommer la chaîne principale comme si c'était un alcane. Donc dans l'exemple ici, j'ai 1, 2, 3, 4 carbones, donc c'est du butane. Et ensuite, le E final, on va le remplacer par la terminaison. Donc si c'est un aldéhyde, c'est al, les deux premières lettres d'aldéhyde. Et si c'est une cétone, ce sera on, comme la terminaison de cétone. Alors, les deux cas particuliers pour cétone et aldéhyde. Donc pour les cétones, le groupe carbonyle peut être n'importe où dans la chaîne. Ça veut dire qu'il va falloir préciser la position de ce carbone qui contient la double liaison avec l'oxygène. Alors on va indiquer cet indice de position, ce petit chiffre, juste avant la terminaison on. Donc par exemple ici, je vais avoir 4 atomes de carbone, donc le butane. C'est une cétone, donc je vais remplacer le E par on, donc ça me le donne le butanone, et l'atome de carbone est le numéro 2, donc ça va me donner la butane 2-on. Alors attention, il n'y a pas le E ici, erreur fréquente, vous me rajoutez le E, donc j'ai dit que j'enlevais le E et je mettais on à la place, et ensuite on met les tirets entre chaque lettre et chaque chiffre. Donc ça me fait la butane 2-on. Le 2 m'indique que le carbone fonctionnel, donc la double liaison avec l'oxygène, est en numéro 2. Alors maintenant les aldéhydes, donc il y a une particularité pour eux, c'est qu'ils sont obligatoirement en bout de chaîne. Donc ça ne va servir à rien d'indiquer leur indice de position, puisqu'ils sont forcément en bout de chaîne. Donc obligatoirement, comme je dois donner l'indice de position le plus petit pour ce carbone fonctionnel, forcément ce sera le numéro 1 pour ce carbone qui contient la fonction aldéhyde. Donc c'est pas la peine d'écrire le numéro 1, c'est obligatoirement pour un aldéhyde. Donc on n'écrit jamais de chiffre devant al, devant la terminaison al. Donc par contre, il va falloir écrire les éventuelles ramifications. Donc là, on n'avait pas vu de ramification dans l'exemple précédent. Dans cet exemple ici, j'ai une ramification, donc qui est un méthyle. Alors il est sur le carbone numéro 2. Donc ici, on écrit le numéro du carbone portant la ramification, numéro 2, un tiré. Ensuite, le nom de la ramification, c'est un méthyle, et avant, le nom de la chaîne principale. Donc pour cet exemple-là, je vais avoir du 2-méthylpropanal. 2-méthyl puisque j'ai un méthyle sur le carbone numéro 2, et propanal puisque dans la chaîne principale, j'ai 3 atomes de carbone, donc ça dérive du propane. Donc j'enlève le E et je mets al à la place. Et là, je n'ai pas d'indice de position, puisque le carbone est forcément numéro 1. Alors ici, on arrive sur 2 exercices. Donc le premier exercice, c'est d'écrire les formules semi-développées des composés. Et le suivant, ce sera d'écrire le nom de la molécule. Donc je vous invite à mettre en pause et vraiment essayer de faire ces exercices avant d'écouter la correction. Alors pour la correction, donc l'éthanal. Donc la première chose qu'on voit, c'est que ça dérive de l'éthane. Donc il va y avoir 2 carbones et c'est un aldéhyde.
Donc j'ai tout simplement deux atomes de carbone, et la fonction aldéhyde qui est sur d'un côté ou de l'autre, hein, peu importe, elle est en bout de chaîne, donc avec un C, double liaison O, liaison H. Et l'autre atome de carbone, c'est tout simplement CH3. Alors ensuite, vous avez la 2,4-diméthylpentane 3-on. Donc je vois tout de suite que j'ai du pentane. Ça veut dire que je dois, dans mon squelette, hein, de chaîne carbonée, je dois écrire 5 atomes. Ça dérive du pentane. Voilà. Ensuite, je vois que j'ai un groupe carbonyle sur le carbone numéro 3. Donc, je commence à 1, 2, 3. Ici, je vais avoir mon atome d'oxygène qui est là. Ça, c'est pour la chaîne principale. Ensuite, les groupements alkyles, j'ai un méthyle sur le carbone numéro 2 et un méthyle sur le carbone numéro 4. Donc là, je vais avoir un carbone, et sur le carbone numéro 2 et sur le carbone numéro 4, vous avez un carbone. Donc après, il n'y a plus qu'à rajouter les hydrogènes. Hein. Donc vous obtenez cette chose-là, hein, une cétone assez symétrique. Alors pour l'exemple suivant, donc le 3-méthylbutane 2-ol. Donc il faut toujours écrire un peu le squelette de la chaîne carbonée. Donc je vois que ça dérive du butane. Donc je vais devoir écrire 4 atomes de carbone. Donc j'ai 4 atomes de carbone. Ensuite, sur le carbone numéro 2, j'ai un groupe carbonyle. Donc le carbone numéro 2, je mets mon atome d'oxygène relié avec une double liaison. Et ensuite, sur le carbone numéro 3, j'ai un groupement méthyle. Donc, c'est le suivant. Voilà, vous avez un carbone ici. Donc, encore une fois, on complète avec des atomes d'hydrogène. Donc, ça vous donne cette chose-là. Alors, pour le dernier exemple, le 2-éthylpentanal. Donc là, j'ai 5 atomes de carbone. Donc, je dois m'écrire une chaîne avec 5 atomes de carbone. Voilà. Donc 5 atomes de carbone. Alors c'est du pentanal, donc c'est un aldéhyde. Alors je peux l'écrire sur le premier ou sur le dernier, peu importe. Alors c'est vrai que par habitude, on a toujours tendance à l'écrire sur le dernier. Mais on peut très bien l'écrire sur le premier. Donc là, je mets les atomes qui correspondent à un aldéhyde, c'est-à-dire obligatoirement une double liaison O et un atome d'hydrogène. Voilà, ça, là j'ai écrit le pentanal. Donc maintenant, j'ai un groupement éthyle sur le carbone numéro 2. Alors attention, le carbone numéro 2 n'est pas celui-là. Hein, ça va être obligatoirement le carbone numéro 1, c'est celui qui contient le groupe carbonyle. Donc le carbone numéro 2, c'est celui juste à côté. Donc c'est là que j'ai un groupement éthyle. Donc je vais avoir 2 atomes de carbone ici. Voilà. Et après, encore une fois, on complète avec des atomes d'hydrogène. Donc vous obtenez cette molécule-là. Alors pour l'exercice numéro 2, donc il faut nommer les molécules. Alors pour la première molécule, donc pareil, hein, vous mettez en pause, vous essayez vraiment de faire l'exercice. Donc pour la première molécule, je repère ma chaîne principale qui contient l'atome de carbone. Donc elle contient, voilà la chaîne principale, il n'y a pas de ramification. Et j'ai 5 atomes de carbone. Donc ça va dériver du pentane. Donc comme c'est une cétone, hein, le groupe carbonyle il est dans la chaîne, ça va être la pentane-on. Alors ensuite je dois indiquer sur quel carbone le groupe carbonyle va être. Donc là c'est symétrique, hein, les deux sens de numérotation donneront le même résultat. Donc mon groupe carbonyle il est sur le carbone numéro 3. Donc ce chiffre 3 je vais l'inclure au milieu du nom. Hein, entre pentane et on. Donc pentane sans E, je rappelle, -3-on. Alors pour l'exemple suivant, donc je repère tout de suite, hein, il faut absolument repérer si c'est un aldéhyde ou une cétone. Donc je vois le carbone qui contient ma double liaison O, il est relié à un hydrogène, donc c'est forcément un aldéhyde. Donc ça va se terminer par al. Alors, je dois regarder la chaîne principale qui contient le plus d'atomes de carbone et qui contient le carbone fonctionnel.
Donc cette chaîne principale, hein, je peux la prendre en ligne droite. Même si je fais un virage, j'ai toujours le même nombre de carbone. Donc dans cette chaîne, j'ai 3 carbones. Donc la fin du nom sera le propanal. Je prends propane et je mets al à la fin. Donc j'ai du propanal. Et sur ce propanal, vous avez 2 groupements alkyles qui sont 2 méthyles. Donc ça me fera du diméthyle. Et je dois indiquer sur quel carbone ils sont. Donc je vous rappelle que le carbone qui contient la double liaison est forcément le numéro 1. Donc, de toute façon, même si j'avais pris dans l'autre sens, le carbone qui contient les méthyles est forcément le numéro 2. Même si vous vous trompez, vous aurez bon ou non. Donc, j'ai 2 groupements méthyles, donc je dois répéter 2 fois le chiffre 2. Donc, 2,2-diméthyl propanal. Alors, pour la molécule suivante, donc, encore une fois, j'ai un aldéhyde, puisque le carbone qui contient la double liaison O est relié à un atome d'hydrogène, et ce sera forcément le carbone numéro 1. Alors, la chaîne principale, elle est ici, elle contient 4 atomes de carbone. Donc, ça va dériver du butane. Comme c'est un aldéhyde, ce sera le butanal. Et ensuite, je remets les groupements alkyles ici. Donc, j'ai 2 groupements méthyles qui sont sur les carbones, cette fois 2 et 3. Donc, on va obtenir du 2,3-diméthyl butanal. Donc, tout collé. Alors, pour la dernière molécule, donc, je repère le carbone qui contient la double liaison O, c'est celui-là. Donc, il n'est pas relié à un hydrogène, donc c'est une cétone. Et je repère la chaîne principale qui contient cet atome de carbone. Donc, c'est simple, elle est en ligne droite ici. Et elle contient 5 atomes de carbone, donc ça va dériver du pentane. Et donc, ça va être le pentane-on. Mais je dois indiquer le numéro du carbone qui contient cette double liaison. Il doit être le plus petit possible. Donc, pour que ce soit le plus petit possible, je vais mettre le 1 ici, et là, j'aurai le 2 pour le carbone fonctionnel. Si j'avais mis numéroté dans l'autre sens, le carbone fonctionnel aurait eu le numéro 1, 2, 3, 4. Donc, entre 2 et 4, il faut prendre 2. Donc, déjà, la chaîne principale va avoir pour nom le pentane 2-on. Et ensuite, je rajoute les groupements alkyles. Donc, je vois que j'ai un méthyle sur le carbone numéro 2, 3, 4. Donc là, il n'y a qu'un seul méthyle. Donc, le nom, ça va être du 4-méthyl pentane 2-on. Alors maintenant, on arrive sur la dernière famille que l'on verra cette année, qui sont les acides carboxyliques. Donc, les acides carboxyliques sont des composés oxygénés, donc qui contiennent cette fois des atomes d'oxygène, qui vont contenir un groupe qui va s'appeler le groupe caractéristique carboxyle, à ne pas confondre avec carbonyle. Alors, ce groupe carboxyle contient un atome de carbone, 2 atomes d'oxygène et un atome d'hydrogène. On va voir comment ils sont disposés l'un par rapport à l'autre. Donc, on va le noter, liaison COOH. Alors, comme il y a 2 atomes d'oxygène, ça peut se noter aussi CO2H. Alors, ce groupe carboxyle va obligatoirement être en bout de chaîne. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, l'atome de carbone est déjà lié à 2 atomes d'oxygène, dont un par double liaison. Donc, on va voir qu'il n'y a plus qu'un seul atome disponible, une seule place. Donc, ça va forcément, pour un autre atome de carbone, donc ça va forcément être en bout de chaîne. Alors, on va voir que cet atome de carbone aussi, qui contient le groupe carboxyle, est trigonal. Alors, la formule générale, c'est celle-là. Donc, l'atome de carbone fonctionnel contient un atome d'oxygène relié par double liaison, un atome d'oxygène par une liaison simple, et cet atome d'oxygène est lui-même relié à un atome d'hydrogène. Ça, c'est la partie qui est un peu commune aux alcools. C'est un peu comme si on avait groupé les composés carbonylés et un alcool. Tout ça sur le même atome de carbone. Donc, vous voyez que l'atome de carbone, il est tétravalent. Ça veut dire qu'il va faire 4 liaisons. Alors, il y en a déjà 2 avec cet oxygène-là, 1 avec cet oxygène-là, donc il n'en reste plus qu'une. Donc, ça ne peut être lié qu'avec un seul autre atome de carbone, peut-être lui-même relié à une autre chaîne, donc qu'on va noter R, ou H dans le cas le plus simple.
mais c'est forcément donc en bout de chaîne. Alors vous voyez que comme pour les aldéhydes tout à l'heure, ce carbone qui est ici est lié à 3 atomes, donc il va forcément être trigonal, hein. Alors on peut aussi le noter C double liaison O, liaison OH. Donc c'est vrai que ça c'est surtout dans les formules semi-développées, hein, où on ne développe pas la liaison avec les atomes d'hydrogène, donc ça va donner ce petit raccourci là entre guillemets. Alors la nomenclature des acides carboxyliques. Donc pour trouver le nom d'un acide carboxylique, donc ça va toujours être les mêmes étapes, hein, la même méthode. Donc la première méthode, c'est de trouver la chaîne principale, la chaîne la plus longue, qui contient toujours l'atome de carbone fonctionnel, c'est-à-dire l'atome de carbone qui contient la double liaison avec l'oxygène et la liaison avec OH. Donc là, c'est ce carbone numéro là. Alors ce carbone fonctionnel va imposer la numérotation, c'est-à-dire qu'on va numéroter les atomes de carbone de la chaîne en démarrant toujours par celui du groupe carboxyle. Donc le carbone fonctionnel est forcément le numéro 1. Ensuite, on va nommer la chaîne principale comme s'il s'agissait d'un alcane. Donc dans l'exemple ici, j'ai 4 atomes de carbone, donc c'est du butane. Et on va remplacer le E de butane par la terminaison oïque. Donc ça devient butanoïque. Et comme c'est un acide, on va rajouter le mot acide devant. Donc là, ça va me donner par exemple l'acide butanoïque. C'est l'acide qui dérive du butane. Alors ensuite, on peut avoir des ramifications. Donc on va regarder ces ramifications une fois qu'on a déjà la première étape, la première partie du nom. Donc par exemple, ici j'ai 3 atomes de carbone. Le carbone numéro 1 est forcément celui qui contient le groupe carboxyle. Donc comme j'ai 3 atomes de carbone, ça va être l'acide propanoïque. Et sur le carbone numéro 2, j'ai un groupement méthyle. Donc on va écrire le numéro du carbone comme d'habitude, hein, portant la ramification, donc 2. Ensuite je mets un tiret. Ensuite je mets le nom de la ramification, méthyle, donc avant le nom de la chaîne principale. Alors attention, tout ça est devant propanoïque, hein, le mot acide il reste devant tout seul. Donc ici ça va être l'acide, plus loin, 2-méthylpropanoïque. Hein, c'est de l'acide propanoïque sur lequel on a un méthyle sur le carbone numéro 2. Alors, vous avez un exercice, cette fois, on va faire un peu moins d'exemples, où il faut écrire soit le nom de la molécule, soit écrire la formule semi-développée. Donc, mettez en pause, hein, essayez de remplir l'exercice avant d'écouter la correction. Alors, pour le plus simple, donc l'acide méthanoïque. Donc, c'est vraiment le plus simple des acides, puisque ça part du méthane, ça veut dire un atome de carbone. Donc, on n'a pas trop le choix. Hein, on va avoir un atome de carbone avec une double liaison O et une liaison OH, et à la place du R, en fait, c'est juste un atome d'hydrogène. Alors, il s'appelle l'acide formique parce que c'est l'acide qui est produit par les fourmis rouges, tout simplement. C'est pour ça que ça pique. En fait, elles nous font une petite injection d'acide méthanoïque, hein, et comme c'est un acide, ben, ça pique. Alors, pour la molécule suivante, donc, il faut trouver son nom. Donc, je repère le carbone fonctionnel, il est là, et je dois repérer la chaîne la plus longue. Alors attention, il y a un piège. La chaîne la plus longue n'est pas celle qui est en ligne droite. Elle contient 3 atomes de carbone, hein, celle qui est en ligne droite. Et si je prends celle-là, en faisant le petit virage, eh ben, j'ai 4 atomes de carbone. Donc c'est celle-là qu'il faut prendre en compte. Donc 4 atomes de carbone, ça va dériver du butane, donc ça va être l'acide butanoïque. Et j'ai un petit groupement méthyle. Alors ce groupement méthyle, il est sur le carbone numéro 1, 2. Je numérote, hein, donc il est sur le carbone numéro 2, sachant que le carbone numéro 1 est forcément celui qui contient le groupe fonctionnel. Donc ça va être l'acide 2-méthylbutanoïque. Alors pour l'exemple suivant, il faut établir le nom de la molécule. Donc je repère la chaîne, le carbone fonctionnel, il est ici, la chaîne la plus longue, donc là c'est symétrique, j'ai 3 atomes de carbone, donc je vais forcément dériver de l'acide propanoïque.
Et ensuite, j'ai deux groupements méthyl. Donc, je repère le numéro du carbone sur lequel sont ces groupements méthyl. Donc, ce carbone-là, c'est forcément le numéro 1. Donc, les groupements méthyl sont sur le carbone numéro 2. Donc, comme j'ai deux groupements méthyl, ça va me faire du 2,2 diméthyl. Hein, vous commencez à avoir un petit peu l'habitude, on le rencontre très souvent, celui-là. Donc, ça va être de l'acide 2,2-diméthylpropanoïque. Hein, les ramifications, on les met devant le nom de propane, butane, etc. Hein, on ne le met pas devant le mot acide qui reste tout seul devant. Alors, pour l'exemple suivant, donc c'est l'acide acétique, qui est son nom trivial, hein, le nom officiel, c'est l'acide éthanoïque, donc c'est l'acide qu'il y a dans le vinaigre. Alors, éthanoïque, donc ça dérive de l'éthane, c'est-à-dire 2 atomes de carbone. Donc, il y a un des carbones qui contient le groupe carboxyle, donc avec la double liaison et liaison OH, et ensuite j'ai juste un deuxième atome de carbone. Donc voilà, c'est le deuxième acide le plus simple. Alors, dernier paragraphe, donc la spectroscopie infrarouge, qui va être une technique d'analyse des molécules pour trouver leur groupe fonctionnel et donc trouver leur formule. Alors, on va utiliser dans cette spectroscopie les spectres infrarouges. Alors, pour expliquer ces spectres infrarouges, il faut comprendre ce qu'une molécule va faire d'un rayonnement infrarouge. Donc, un rayonnement infrarouge, hein, en abrégé IR, je vous rappelle que c'est au-delà du rouge, donc dans le domaine du visible, hein, ça veut dire qu'on est au-dessus de 800 nanomètres, 780, 8 nanomètres à peu près jusqu'à 1 mm. Donc c'est le domaine des infrarouges qui va être lié à la chaleur. Et donc les molécules vont absorber ce rayonnement infrarouge pour vibrer, pour tourner. Donc chaque liaison va bouger en fait à l'intérieur de la molécule en faisant des torsions, des élongations. Enfin, elle fait un peu de gymnastique quoi en fait. Et ce qui est important, c'est que chaque type de liaison, donc si j'ai une liaison OH, une liaison CO, une liaison CH, etc., elles vont absorber un rayonnement précis, c'est-à-dire une longueur d'onde bien précise, qui n'est pas la même que la voisine. Donc ça va faire qu'on va pouvoir retrouver un peu les liaisons présentes dans une molécule en fonction du rayonnement infrarouge qui va être absorbé. Donc ces longueurs d'onde sont caractéristiques des liaisons chimiques présentes dans la molécule. Et elles vont permettre d'identifier les liaisons présentes, donc identifier les groupes caractéristiques qui sont présents. Alors, le principe, c'est qu'on va envoyer sur une molécule inconnue, dont on ne connaît pas la formule, un rayonnement infrarouge de différentes longueurs d'onde. Donc, on va un peu tout tester et on va voir celles qui sont absorbées. Donc, on va partir de 800 nanomètres jusqu'à 25 000 nanomètres et on va mesurer celles qui sont absorbées. Et les résultats de ces mesures vont être mis sur un graphique qui s'appelle un spectre infrarouge. Et on va analyser le rayonnement qui est absorbé et en déduire les liaisons qui sont présentes pour identifier la molécule. Alors voici l'appareil qui permet de faire ce genre de choses. Donc ça s'appelle un spectromètre infrarouge. Donc l'ordre de prix, c'est à peu près 18 000 € pour le modèle de base. Donc vous voyez qu'on va mettre un échantillon dans un des endroits et c'est relié à un ordinateur et vous voyez un petit spectre qui apparaît. Alors ça va aussi, il va y avoir des logiciels qui vont permettre d'identifier facilement la molécule présente. Donc on n'a pas ça au lycée Watteau, bien sûr, il est inutile de le lire. Alors, sur le spectre qu'on va obtenir, on ne va pas représenter les longueurs d'onde qui sont absorbées, mais uniquement celles qui sont transmises. Donc, en ordonnée, on va indiquer ce qu'on va appeler la transmittance. Donc, la transmittance, elle est notée grand T. Donc, elle va être égale au rapport de l'intensité de l'onde transmise sur l'intensité de l'onde incidente. Donc vous avez cette petite formule grand T, donc la transmittance est égale à I sur I0. Donc elle n'est pas à retenir cette formule, mais c'est juste pour vous expliquer, en fait on revient un petit peu sur la spectrophotométrie qu'on avait vue en début d'année, sauf que là on parlait d'absorbance, et bien l'absorbance, la transmittance, pardon, ça va être l'inverse. Donc j'ai une onde incidente qui arrive, j'ai mon petit échantillon, et je regarde l'onde qui est transmise, I. Et
plus c'est transmis, plus cette transmittance va être grande, et moins c'est transmis, plus c'est absorbé, plus cette transmittance sera faible. Alors la transmittance, on voit que c'est le rapport de deux intensités, donc c'est sans unité. Alors forcément, l'onde transmise est en général inférieure à l'onde qui arrive au niveau de son intensité. Au pire, elle est égale, mais en général, elle est inférieure. Donc, ça va forcément être un chiffre inférieur à 1 ou égal à 1, et il suffit de le multiplier par 100 pour l'écrire en pourcentage. Donc, suivant les spectres, hein, vous avez des spectres où la transmittance est indiquée sans unité, inférieure à 1, ou parfois en pourcentage. Alors, les trois cas possibles, donc si on a t égale 100%, ça veut dire que tout est transmis. Donc dans ces cas-là, j'ai i qui est égal à i0. Il n'y a absolument rien qui est absorbé. La longueur d'onde que j'ai envoyée sur l'échantillon n'est pas absorbée. Elle est entièrement transmise. Donc elle traverse l'échantillon comme si c'était du verre, comme si c'était transparent. Alors à l'inverse, si t égale 0%, donc ça veut dire que la longueur d'onde n'est absolument pas transmise. De l'autre côté de l'échantillon, il n'y a rien. Elle est entièrement absorbée par l'échantillon. Alors évidemment, on va avoir tous les cas intermédiaires entre 0 et 100%. Donc la longueur d'onde sera plus ou moins absorbée. Et plus une longueur d'onde est absorbée, comme on l'a dit, plus la transmittance, le chiffre, sera faible. Alors, vous voyez ici un exemple de spectre. Donc, on reconnaît bien la transmittance dont je vous ai parlé en ordonnée. Et on voit ici, elle n'est pas en pourcentage, hein, donc elle est au maximum de 1. Ensuite, en abscisse, on voit qu'on ne va pas repérer les longueurs d'onde, mais on a une nouvelle grandeur qui va s'appeler le nombre d'ondes. Alors, il est relié à la longueur d'onde, hein, et sa notation, ça va être la lettre grecque sigma, donc qui représente le S. Alors, pour faire le sigma, hein, on fait une sorte de rond avec un grand trait, ça ressemble un peu à un 6, mais le chiffre 6, mais un peu couché en fait. Alors, ce nombre d'ondes, donc la petite formule, il faut la connaître, hein, elle est reliée à la longueur d'onde par une formule assez simple, c'est que le nombre d'ondes, c'est l'inverse de la longueur d'onde. Donc, sigma égale 1 sur lambda. Alors, comme la longueur d'onde s'exprime en mètres, l'unité du nombre d'ondes, c'est l'inverse d'une longueur. Donc, ça va être des mètres moins 1. Alors, habituellement, sur ces spectres, vous voyez qu'on ne va pas exprimer en mètres moins 1, mais en centimètres moins 1. Donc, ça sous-entend qu'on le calcule à partir d'une longueur d'onde qui serait en centimètres. Hein, c'est une histoire d'habitude. Donc, le spectre infrarouge, qu'est-ce que c'est comme graphique? Ça va être le spectre infrarouge d'un échantillon, c'est le graphique présentant la transmittance grand T en fonction du nombre d'ondes sigma qui est en centimètres moins 1. Alors, la présence d'une liaison dans une molécule va se manifester sur le spectre par la présence ce qu'on appelle d'une bande d'absorption, hein, puisque chaque liaison va absorber une longueur d'onde précise. Donc, comme c'est absorbé, ça veut dire que ça n'est pas transmis. Donc, la transmittance diminue brutalement pour une longueur d'onde précise, qui correspond à une liaison précise. Donc, dans la transmittance, on va avoir une sorte de pic vers le bas. Alors, on va donner différents adjectifs à ces bandes d'absorption. Donc, elles vont déjà être caractérisées par leur largeur. Donc, soit elles vont être fines, ou larges. Donc ça, il suffit de regarder un peu leur épaisseur. Ensuite, elles peuvent être repérées par leur intensité. Donc, si la longueur d'onde est fortement absorbée, hein, on aura une bande d'absorption intense. Ça peut être une bande d'absorption moyenne ou une bande d'absorption faible. C'est faiblement absorbé, donc la transmittance ne diminue pas beaucoup. Alors en général, on va surtout s'intéresser à celles qui sont les plus intenses. Plus la bande d'absorption est intense, hein, donc plus le pic vers le bas est important, plus ça caractérisera une liaison. Alors ensuite, évidemment, ça va être aussi caractérisé par le nombre d'ondes, puisque cette bande d'absorption, elle a lieu à une longueur d'onde précise, donc à un nombre d'ondes précis. Et on va le comparer avec des tables. Donc on connaît toutes les liaisons, la longueur d'onde qui est absorbée, c'est-à-dire le nombre d'ondes qui est absorbé,
et on va le comparer, et ça va nous permettre de trouver les liaisons présentes. Donc, on a besoin, pour identifier une molécule, de tables qui vont s'appeler des tables de spectroscopie IR, donc infrarouge, dans laquelle toutes ces données vont être notées. Donc, on a l'intensité, la largeur des bandes et le nombre d'ondes correspondant. Donc après, il n'y a plus qu'à faire une sorte de petite enquête pour retrouver les liaisons présentes. Alors parfois, quand la bande est fine, on ne va pas tellement parler de bande comme ici, hein, on parle plutôt de pic, même si c'est un pic vers le bas. Alors, vous avez un exemple ici, un extrait de table spectroscopique. Donc, vous voyez ici chaque liaison, le nombre d'ondes qui est absorbé. Alors, vous voyez que c'est généralement pas une seule valeur, mais plutôt un petit intervalle de valeurs. Donc, il faut essayer de repérer, tabler dans ce chiffre-là. Vous avez la largeur de la bande, large ou fin, et l'intensité, moyen, fort. Alors, vous voyez qu'on ne s'intéresse pas tellement aux intensités faibles, hein, parce qu'il y a beaucoup d'autres absorptions qui peuvent se faire avec des interactions entre chaque liaison, donc ça peut compliquer les choses, mais on va surtout s'intéresser aux pics importants. Alors, vous avez un exemple, le spectre IR de l'acide butanoïque, qui est ici. Alors, il est en phase gazeuse parce que quand il est en phase liquide, le problème, c'est que le groupe OH, il a tendance à interagir avec les molécules d'eau. Donc, ça change un peu le spectre, ça le brouille un peu, entre guillemets. Donc, on préfère obtenir le spectre infrarouge d'une molécule en le mettant en phase gazeuse juste avant de l'étudier. Ça limite les interactions avec un solvant, par exemple. Alors, je regarde le premier pic. Donc, je prends le numéro 1 dans l'ordre. Le premier pic, je vais, première chose, regarder à peu près son nombre d'ondes. Donc, on constate qu'on a un pic autour de 3600 cm-1. Et je regarde en phase gazeuse, 3600 cm-1, ici, donc tout le reste ne correspond pas, c'est en dehors, hein. Donc tout ce qui est 3600 cm-1, c'est des liaisons OH. Ça veut dire que ma molécule, hein, sans connaître sa formule, je sais qu'il va y avoir une liaison OH à l'intérieur. Alors ça peut être un alcool. Pour l'instant, on ne sait pas exactement si c'est soit un alcool, soit un acide. Alors ensuite, on regarde les autres pics. On voit qu'on en a un en à peu près à 3000 cm-1. Donc 3000 cm-1, alors ça pourrait être ça éventuellement, mais ici je vois que c'est plutôt assez centré autour de 3000, donc vraiment entre 2900 et 3100, donc ça va être caractéristique des liaisons CH. De toute façon, dans toutes les molécules, on aura ce pic-là puisque ce sont des composés organiques, donc avec forcément des liaisons CH a priori à un moment donné. Donc, alors ça ne nous indique pas du tout combien il y a de liaisons CH, hein. On sait juste qu'on a des liaisons CH. Voilà. Alors, le troisième pic, donc ça ne nous dit pas grand-chose, hein. Le troisième pic, donc on regarde son nombre d'ondes, on descend, voilà, et on est à peu près à 1700 cm-1. Donc 1700 cm-1, ce qui va être à peu près le plus proche, c'est ça. Donc c'est la liaison carbone-oxygène avec une double liaison qui va être présente dans les acides carboxyliques. Alors c'est bien un acide carboxylique, hein, puisque j'ai une liaison carbone, enfin une liaison OH et une liaison C, double liaison O. Alors, ça va pas forcément être évident à partir d'un spectre comme ça de trouver brutalement la formule de la molécule, parce que on sait que c'est un acide carboxylique, mais on ne sait pas grand-chose de la chaîne principale. Donc on ne va pas vous demander ce genre de choses, à partir du spectre, trouver la formule générale. On va plutôt vous demander de justifier le spectre à partir d'une formule. Donc en fait, il faut faire ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire repérer En fait, on repère les liaisons, hein, on voit qu'on a une liaison C double liaison O, donc dans un acide carboxylique. On fait un petit peu l'inverse, hein, un petit peu triché entre guillemets. Donc je dois avoir un pic à 1700-1730. Bon bah c'est celui-là, c'est le pic numéro C. Ensuite, je vois que j'ai un COH, pardon. Donc le COH qui n'est pas celui d'un alcool, hein, mais qui est l'autre. Donc vers 3600, donc bah forcément c'est le pic numéro A.
Et après, on a forcément des liaisons CH, hein. Donc, il faut plutôt faire l'inverse, hein, c'est-à-dire partir des liaisons que j'ai et en déduire les pics que je suis censée avoir. Et donc, ça établit un lien entre le spectre et la molécule. Hein, c'est tout ce qu'on va vous demander. Je répète, on ne va pas vous demander de trouver la formule semi-développée d'une molécule tout seul, rien qu'à partir du spectre, hein. On ne peut pas tout déduire de ce spectre.